France Maghreb 2. À la une de ce grand forum pour ce mardi 14 janvier avec Castaner qui reçoit, vous le savez, la famille de Cédric Chauviat décédé après un plaquage ventral lors d'un contrôle de police. La famille d'Adama Traoré, de Lamine Diang ou de Hakim Lajimi, morts dans les mêmes conditions, n'ont jamais été reçus. Doit-on y voir un 2 poids 2 mesures? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2 pour en parler avec nous dans un instant. Abdis Labitache et Rudy Kazi. Invité du LGF, Annie Adizadeh et Crimo Medine pour vous parler de ce pari fou d'emmener une délégation du FC Montfermeil accompagner l'équipe du film Les Misérables, sélectionnée aux Oscars, vous le savez, de Montfermeil à Hollywood ou de Hollywood à Montfermeil, le titre de ce projet dont nous évoquerons l'intitulé tout à l'heure avec nos invités. Puis le zapping bien sûr avec Daniel Simonet, avec également du Carlos Ghosn et plein d'autres choses à découvrir dans le zapping, et sans oublier le quiz spécial actu comme chaque jour en fin d'émission sur France Maghreb 2. C'est donc parti pour le LGF qui vous conduira tranquillement mais gentiment jusqu'à 18h. Le Grand Forum, votre émission de référence sur France Maghreb 2, c'est là que ça se passe tous les jours 16h, 18h avec aujourd'hui pour m'accompagner, il était déjà là hier, les forces républicaines plus que jamais, Rudy Kazi. Comment ça va Rudy? Ouais, ça va bien, et toi Christophe, fidèle au poste? Absolument, t'as pu venir tranquille, ça va mieux au niveau des transports, on est bien. Ça va mieux, on est je bien. pense que tu feras partie des plus contents. Ah, oh là oui, absolument. Chef de file dans le 95, monsieur Abdis Labitache, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à Rudy, aux auditeurs, auditrices. Salut Abdeslam. Un quiz qui va vous opposer tout à l'heure. Oui, Absolument. qui va nous rassembler. Ou pas, je ne sais pas. En tout cas, sachez que au cours de cette émission, vous êtes pas au courant que côté cinéma, le film Les Misérables, que vous avez peut-être vu d'ailleurs, de Lajli, a été primé aux Oscars. Enfin primé, il a été retenu pour concourir aux Oscars à Hollywood. Et on recevra tout à l'heure deux personnes qui viendront nous parler de ce projet fou qui émane du FC Montfermeil. On parle de foot, qui a bien proposé une délégation pour accompagner l'équipe du film, pour encourager l'équipe du film, donc Les Misérables. Et ils vont en profiter d'ailleurs pour faire pas mal de petites choses. On en parlera avec eux tout à l'heure. Le zapping bien sûr, mais pour l'heure, le sujet à la une. Monsieur le ministre de l'Intérieur Castaner. Christophe Castaner reçoit aujourd'hui la famille et les avocates de la famille du livreur mort à Paris à la suite d'une interpellation. D'autre part, plusieurs vidéos de violences policières ont été diffusées encore ce week-end. Et hier, Olivier, le ministre de l'Intérieur, a rappelé les policiers à leur devoir d'exemplarité. Oui, Christophe Castaner ne pouvait plus nier l'évidence en fait. Jusque-là, en réaction, pour ne pas condamner l'action d'un policier, il se réfugiait systématiquement derrière les interminables enquêtes de l'IGPN, la police des polices. Emmanuel Macron, lui, a même récusé le terme de violence policière. Mais les images sont plus fortes que les mots. Les vidéos sur les réseaux sociaux, vues plusieurs millions de fois, mais aussi diffusées ce week-end dans les médias, dans les 20h, ces images ont pris le dessus. Un tir de LBD qui fait perdre la vue, des coups à un homme à terre, une jeune femme qu'on fait chuter. Ces images qui n'enlèvent rien aux violences que subissent les policiers sont accablantes pour les forces de l'ordre. Que s'est-il passé exactement en fait? C'est un phénomène d'accumulation et une banalisation. Cela a pris du temps, plus d'un an. Ça fait effectivement presque 14 mois que les forces de l'ordre sont sursollicitées. Gilets jaunes, manif climat, mobilisation contre les retraites. Il n'y a pas une semaine où des CRS, des gendarmes mobiles et des policiers d'intervention ne se retrouvent pas à maintenir l'ordre. Ce qu'ils vivent est épouvantablement difficile. Pas plus tard qu'hier, il faut le rappeler, un policier percuté volontairement par un malfrat est mort près de Lyon. Pour le maintien de l'ordre, leur chef et les policiers eux-mêmes le confient, ils sont épuisés. Le gouvernement a une responsabilité dans tout cela. Ce n'est pas forcément lui qui a provoqué les tensions, bien entendu, mais c'est lui qui les a fait durer exagérément. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut aussi revenir au tout début de la crise des Gilets jaunes. Ce que racontent beaucoup de ministres, c'est que le sommet de l'État a redouté, pendant l'hiver 2018, une chute de la République. En clair, au moment les plus graves de cette crise, ils ne pouvaient pas rappeler les policiers à leur devoir, de peur de perdre leur soutien. Aujourd'hui, peut-être à la faveur d'un contexte social qui commence tout juste à changer, Christophe Castaner, qui a parfois donné l'image d'un ministre faible, à ce poste où il faut toujours apparaître fort, Christophe Castaner a changé de ton. Mais alors qu'est-ce qui a changé justement
Ce week-end et dans ses vœux hier, le ministre de l'Intérieur a, comme il ne l'avait jamais fait aussi nettement, rappelé les policiers à l'exemplarité. On ne fait pas de croche-pied à l'éthique, a-t-il dit, probablement en référence à cette vidéo où un policier fait chuter volontairement une jeune femme en glissant son pied à son passage. Le ministre de l'Intérieur a aussi rappelé que les forces de l'ordre devaient porter leur RIO, un numéro qui permet de les identifier si besoin en cas de faute. Beaucoup de forces de l'ordre s'affranchissaient de cette règle depuis les premières manifestations sans que leur hiérarchie ne dise quoi que ce soit. Quand ceux qui doivent faire respecter la loi ne la respectent pas, ça ne peut pas s'apaiser. Rédaction RTL pour cette analyse et présentation des faits. Avant de poser la question, je vous propose d'écouter le père de Cédric Chauviat qui a été reçu donc cet après-midi par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'a dit le ministre? Eh bien voici les premiers mots juste après sa sortie donc de cette rencontre avec Castaner au ministère de l'Intérieur du père de Cédric Chauviat. Et vous, qu'est-ce que vous lui avez demandé? Quelles étaient les demandes? Moi j'ai demandé, monsieur le ministre, monsieur Castaner, vous êtes père de famille, je vous demande juste une chose, c'est l'abandon du plaquage au sol et de la prise d'étranglement. Et il m'a répondu qu'il allait tout faire pour voir les positions négatives de ça. Et si on lui démontre que c'est à cause de ça que, entre guillemets, les gens meurent, il est prêt à tout faire pour faire abandonner ça. Donc il y a une possibilité d'interdiction. Il n'y a pas une fermeture, il y a une possibilité pour que il étudie le dossier de la prise ventrale et de l'étranglement. Maintenant, au vu de ça, s'il y a les conséquences qui démontrent que c'est très dangereux, c'est trop dangereux, voilà. Ma petite fille a dit, monsieur Castaner, monsieur le ministre, la peine de mort est abolie depuis des années et aujourd'hui la police tue encore des gens. Donc, qui a le droit de la peine de mort? Voilà. Aujourd'hui, tant qu'il n'y aura pas le verdict, pour moi c'est une vengeance, c'est le verdict. Voilà. Je veux à tout prix que ça sonne bien pour ses enfants et sa femme. Voilà. Oui, je suis en colère, bien sûr. Je suis en colère après les 4 individus qui ont tué mon fils. C'est un meurtre, ils ont tué mon fils. Je le crie haut et fort, je l'ai dit au ministre, j'ai dit, on a assassiné mon fils, c'est un meurtre. Le père donc de Cédric Chauviat reçu cet après-midi par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. En découle cette question qui a reçu donc la famille, et tu as bien précisé de le dire Rudy, de Cédric Chauviat cet après-midi, décédé après un plaquage ventral lors d'un contrôle de police. La famille d'Adama Traoré, de Lamine Dieng ou encore de Hakim Lajimi, morts dans les mêmes conditions, n'ont jamais été reçus. Doit-on y voir un 2 poids 2 mesures? C'est la question que je vous pose clairement et vous êtes 86% à dire oui sur Facebook. France Maghreb 2 pour voter. Twitter, le grand forum FM2. Et vous nous appelez aussi au 01 40 33 9000. Quand ça concerne un noir ou un arabe, on l'ignore. Abdeslamitash. Bah écoute, je ne partage pas l'avis de l'ensemble de nos auditeurs qui ont été sondés. Moi, je pense que il faut y voir une bonne chose que cette famille ait été reçue. Cela n'enlève pas le fait que ce soit une bonne chose, mais il y a des constats à faire. Christophe, si ça avait été, t'as employé le terme d'arabe et noir, si ça avait été un arabe ou un noir qui avait été reçu, la question que tu poses aujourd'hui ne se poserait pas. Oui, mais là elle se pose. Oui, elle se pose parce que il y a un moment où Castaner, ça a été dit dans le reportage juste avant, ne peut pas nier l'évidence. Aujourd'hui, tu sais, les bavures ont toujours existé en France. Quelle est la différence entre hier? C'est qu'hier, on n'avait pas de moyens vidéo. Aujourd'hui, toute personne devient un vidéaste et filme justement toutes ces bavures. Ensuite, le père de Cédric, lorsqu'il évoque justement ce plaquage ventral qui existait déjà, puisque je vous rappelle que Adama Traoré avait quand même 5 gendarmes sur le dos et il est mort de cette manière-là. Oui. Donc c'est une pratique qui existe, qui a existé. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, je vais reprendre ce terme, il ne peut pas nier l'évidence parce que les images jouent contre la police. Aujourd'hui, les gens, la vidéo tourne de façon virale et les gens se rendent à l'évidence et il peut pas la nier. Qu'il y a justement un mauvais comportement de la part de la police. Ensuite, moi j'ai retenu une chose. On demande aux forces de l'ordre de faire respecter la loi,
mais paradoxalement, eux ne la respectent pas avec le port du RIO. Et on voit bien qu'il y a une différenciation. Et moi, ce qui me gêne beaucoup, parce qu'on parle beaucoup des agents de police qui font mal leur travail, mais il faut aussi parler de ceux qui font très bien leur travail. Christophe, on n'a pas 200 bavures par jour. Ça veut dire que dans ce pays, il y a quand même des agents de police qui font très bien leur travail. Mais voilà, aujourd'hui, le seul problème, c'est que ces comportements, jettent l'anathème. Donc pas de poids de mesure, Abdeslam. Non, pas de poids de mesure. Et je pense pourtant que si c'est la personne flagrant. J'ai s'appelait cité Moussa, 3 exemples: Lamine Niang, Adama Traoré, Hakim Lajimi, morts dans les mêmes conditions. ils ne n'ont peuvent jamais plus été nier reçus. l'évidence. Moi, je vais dire une chose. Si Cédric s'était appelé Mohamed, je pense que ça aurait été exactement la même chose. Et parce que à un moment, Castaner ne peut pas nier l'évidence. Il ne peut pas aujourd'hui. Il est acculé. Il est complètement piégé et on le voit bien à travers ces vidéos dont il a fait, qu'il a évoqué lors de ses vœux, lorsqu'il parle du croche-pied à la République. Et on l'a tous vu de cette vidéo de cette dame qui court et l'agent de police qui sort son talon un petit peu comme une magère au football, justement pour faire tomber cette femme. Ouais, c'est méchant, c'est scandaleux, c'est mesquin, oui. c'est pas à l'image de la police. Et ce monsieur-là, à l'instant où il fait ça, pour moi, ne représente pas la police. Il représente un voyou et il s'est conduit comme un voyou. Rudy Kazi, est-ce qu'il y a 2 poids 2 mesures? Bien évidemment qu'il y a un 2 poids 2 mesures et je vais m'expliquer. D'abord, ce qu'il faut dire par rapport aux violences policières, c'est que la violence policière, c'est un abus en fait du pouvoir donc de pratiquer la violence d'État qui est donc un monopole d'État. Et ça c'est constitutionnel, c'est républicain. Sauf que le problème c'est que par rapport à l'exercice de cette violence, on confie en fait par notre droit citoyen à l'État en fait la capacité d'utiliser cette violence, y compris contre nous-mêmes, alors que c'est un droit qu'on lui donne. Et donc l'État peut très bien avoir la possibilité, malheureusement et malencontreusement, d'user de façon fallacieuse et de façon erronée cette violence policière. Mais quand on regarde de plus près, cette violence policière, elle va s'adresser uniquement en lien en fait avec la catégorie sociale. Ouais. En gros, ceux qui subissent les violences policières, ce sont des gens qui appartiennent au fait au prolétariat en réalité. Donc maintenant en fait la question qui se pose, c'est que si on prend le cas des violences policières et le comparatif que tu fais avec Adama Traoré, avec un comparatif légitime, hein, parce que je rappelle, ils sont morts dans les mêmes conditions. J'entends. Avec Adama Traoré ou Hakim Lajimi, Lamine Niang. Il s'agit en fait là de personnes qui sont d'origine africaine ou maghrébine, et qui donc constituent en France un nouveau type de prolétariat. Sauf que à une époque où la police était capable de tirer à vue sur ces populations, je parlais hier notamment de ce qui s'était passé à Fourmi et qui avait déclenché ensuite la possibilité d'avoir une journée chômée, à savoir donc la fête du 1er mai. Aujourd'hui, on voit, ou enfin depuis quelques années, puisque ces violences policières en réalité elles existent depuis avant les indépendances, déjà même au temps où de la guerre d'Algérie, on se rappelle des 140 000 Algériens qui ont été assassinés en réalité, et là du coup par des personnes dépositaires de la force publique, même si ça fait pas trop polémique, mais en fait l'histoire le prouve bien. Il suffit d'aller chercher du côté de l'INA pour retrouver les images de l'époque. Donc on voit en fait que ce sont des populations qui du coup rentrent dans ce prolétariat et qui subissent aussi ces violences. Sauf qu'on voit qu'il y a effectivement un 2 poids 2 mesures, voire même presque une justice en fait à 2 vitesses, ou une justice géométrie variable à 2 vitesses ou à géométrie variable, parce que je ne vois pas en fait une différence dans le traitement. Je vois que tu trépines, mais non mais je trépine, mais parce que non. T'as dit ce que t'avais à dire. Toi t'es un politique, ok, t'es en campagne politique. Moi non, mais faut dire la vérité. Non, faut dire la vérité. Non, mais dis la vérité, je dirai la même. Y a pas de souci. On n'est pas là de toute façon pour se répondre, parce que quand tu me parlais tout à l'heure, tu t'adressais pas à moi et je m'adresse pas à toi. Mais moi je réponds à la question. Mais y a pas de souci, on est en démocratie. Donc comment ne pas y voir là effectivement un 2 poids 2 mesures, parce que lorsqu'on prend par exemple le cas d'Adama Traoré, je suis désolé, hein, mais il y a eu à peu près 5 expertises où le procureur en tout cas le juge donc a pu diligenter des experts
pour contredire effectivement que la mort en fait d'Adama Traoré n'était pas due donc à des méthodes forcées et donc outrancièrement dures donc des gendarmes qui l'avaient interpellé. Ouais. Voilà, donc on en est effectivement à devoir à chaque fois prouver expertise contre expertise. Et jusqu'ici, le gouvernement représenté par le ministère de l'Intérieur n'a jamais sourcillé sur ce cas. Effectivement, lorsqu'on prend aujourd'hui le cas de Cédric Chouviat, en comparaison, on voit tout de suite que pour la première fois, il y a une médiatisation, il y a une prise de conscience. Christophe Castaner est capable, il y a une invitation, est capable de s'amender, même si c'est des éléments de communication, de s'amender des possibles erreurs, alors qu'on est en pleine, on est en pleine procédure d'enquête. Ce que d'ailleurs les syndicats de police récusent, notamment par rapport à Christophe Castaner, c'est effectivement de s'immiscer, alors qu'on est en pleine enquête, de s'immiscer et de faire en fait de la communication. Ouais. Après, effectivement, ce que l'on peut dire, et là où on peut dire qu'effectivement c'est pas forcément du 2 poids 2 mesures, c'est le fait que cette interpellation a été filmée, voilà, alors que par exemple dans le cas d'Adama Traoré, ça n'a pas été filmé, et donc du coup, lorsqu'on n'a pas les preuves, et ça c'est du droit, parce que lorsqu'on incrimine, il faut apporter la preuve de ce que l'on dit. Là, les preuves sont là. Malheureusement, des fois, même quand les preuves sont là, les enquêtes peuvent piétiner pendant des semaines et des mois. On l'a vu pendant les Gilets jaunes. Mais là, du coup, comme il y a ce contexte social de violence policière, ce contexte social avec les Gilets jaunes, et qui revient sur le devant de la scène avec les manifestations sur les syndicats. Alors là, pour le coup, c'est des travailleurs qui ont été qui ont subi ces violences. Bah du coup là, Christophe Castaner est obligé un peu, tu vois, de prendre un peu de distance. Et en même temps, c'est une nuance parce que il nuance, tu vois, il va pas tout de suite taper sur les policiers. Il va aussi dire qu'en même temps, ils doivent exercer leur droit pour protéger les Français, etc. Mais lorsqu'il n'y a pas de caméra, lorsqu'il n'y a pas de quoi pouvoir filmer, on se rend compte que l'institution de la preuve dans le droit, du coup, en fait, permet à ce que les procédures puissent prendre énormément de temps, et ce que les familles même puissent subir en fait des intimidations ou même un manque en fait d'intérêt de la justice. Alors et comment ne pas y voir en fait là un problème en fait d'expression discriminatoire envers ces populations quand elles sentent bien en fait qu'elles ne sont pas des justiciables comme les autres. Donc on peut pas dire qu'il n'y a pas de 2 poids 2 mesures lorsque les choses s'articulent de la chose. Tu l'as bien étayé, mon cher Rudy. Abdeslamitache, est-ce que les arguments de notre ami Rudy Kazi t'ont fait un peu évoluer? Alors, je voulais juste répondre. Il y a une réserve politique comme Christophe. Absolument pas. Alors là, franchement, c'est très mal me connaître. Je te taquine, Abdeslam. Et j'ai souvent été à l'encontre de ma famille politique. Non, juste une précision. La question que tu posais, à savoir si la famille de Cédric Chouviat avait été reçue parce que blanc et que s'ils avaient été arabes ou noirs, ils n'auraient pas été reçus. C'est pas la question que j'ai posée. C'est pas la question que j'ai posée. J'ai dit que la famille de Cédric Chouviat a été reçue par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, et je reprenais 3 autres exemples qui n'ont pas été reçus. D'où ma question, 2 poids 2 mesures. Je t'ai répondu. Ensuite, moi, sur tout le reste, Rudy, je te rejoins. Et bien sûr que le délit de sale gueule existe en France. Ah bah merci. Merci de le rappeler. Mais Christophe, soyons clairs. Ouais. Je ne veux pas que l'on dévoie mon propos. Bien sûr que le délit de sale gueule existe. Moi, j'ai des garçons de 25 et de 23 ans. Je peux vous dire une chose. Quand ils sont dehors, j'ai la peur au ventre. Ouais. Walid est avec nous au 01 40 33 9000. Walid, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Salut Walid. Alors, 2 poids 2 mesures ou pas, Walid, selon toi? Bah la question, elle se pose même pas, c'est une évidence. Ah bah oui, mais on la pose quand même. Ouais, bien sûr. Après, moi, j'ai plus été un peu, choqué, c'est peut-être un mot un peu fort, mais de ce que Abdeslamitache a dit, parce que voilà, je suis quelqu'un qui l'apprécie énormément. Mais là, Rudy rigole. Dire qu'il n'y a pas 2 poids 2 mesures, je trouve ça malhonnête. Après, je sais pas si c'est lié à la politique, quoi que ce soit. Mais voilà, quand on est honnête un minimum, on sait que quand il s'agit d'un arabe ou d'un noir et quand il y a un français en face, bah, la différence, elle est là. Il n'y a même pas besoin de se poser la question. Abdeslamitache, qu'as-tu à répondre à notre ami Walid? Non, moi, j'ai seulement dit que les parents de Cédric avaient été reçus
et que de toute manière, même s'il s'était appelé Mohamed, il aurait été reçu de la même manière parce qu'il ne pouvait nier l'évidence de ces images qui tournent. C'est tout. Ensuite, mais oui, en fait, pour ne pas me faire redire ce que le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que lorsqu'il manque des images, le problème, c'est que lorsqu'il manque des images, on sent qu'effectivement, il y a une justice à deux vitesses. Mais je dis la même chose. Ce que dit Abdeslam, c'est que, par exemple, effectivement, tu l'as rappelé, Rudy, pour ce qui est d'Adama Traoré, il n'y a pas d'image. D'accord? Pour ce qui est de Lamine Dieng, il n'y en a pas non plus. Par contre, pour Cédric Chauvier, il y en a. Mais il peut pas nier l'évidence. Voilà. Non seulement il n'y a pas d'image, mais ensuite un profil parfait, parce qu'Adama Traoré, jeune de quartier, voilà, en plus, il avait peut-être déjà eu des petits larcins vite fait. Tu vois, donc le profil est parfait pour en faire. Mais j'ai parlé du délit de sale en fait gueule. la théorie en fait des gendarmes en disant que oui, on l'a interpellé, il voulait fuir, etc. Tu vois. Bien sûr. Oui, alors c'est après pour Théo, excusez-moi, mais pour Théo, il y a eu des images. Là, l'affaire elle a été classée sans suite. Ouais, pour Théo, absolument. Ouais, alors que pourtant la trace elle existe dans sa chair. Quoi. Ça change rien. Et même quand je vous ai d'ailleurs, le président de la République s'était déplacé, vous vous rappelez à l'époque. Il n'y en a pas 200 par jour. Mais le nombre d'éborgnés qu'il y a eu l'année dernière, il suffit même d'une insulte, d'une bousculade, d'un propos raciste. Bah moi je trouve que c'est une bavure. Ouais, absolument. Mais t'as totalement raison. Par contre, par rapport à l'affaire de Théo, en fait, il y avait des images, mais le problème c'est que l'exploitation des images ne permettait pas de voir à quel moment est-ce que tu vois la matraque. Bon, voilà, on va dire pour les oreilles chastes des enfants qui pourraient nous écouter. Voilà, effectivement, mais pourtant il y a eu cette pénétration, elle a été prouvée médicalement. Et par contre, moi, ce que j'ai pas apprécié dans l'affaire Théo, c'est que la preuve, elle était là et le gars, il en a souffert dans sa chair avec impossibilité de pouvoir à nouveau déféquer normalement comme tout être humain. Mais qu'en plus de ça, on a vu que il y avait des tentatives médiatiques, tu vois, de le diaboliser lui ou sa famille, alors que sa famille, dans des membres de sa famille, il aurait pu avoir des choses que ça n'empêcherait pas qu'il a vraiment subi une violence policière. Et jusqu'ici, les policiers qui s'étaient rendus coupables de cette exaction n'ont pas été condamnés. En fait, je crois qu'il y en a qui ont été délocalisés, etc. Oui, comme ça se passe à chaque fois. Merci Walid en tout cas pour ton appel. Salut Walid. Ta petite précision, ce qui a permis à Abdeslam de recentrer ou de répondre, bien sûr. Mais moi je te rejoins, Rudy, et on criminalise même les personnes et on légitimise en disant, écoutez, il a grillé un feu rouge et ensuite il y a eu bavure, comme si on avait un permis de tuer si la personne coupait une ligne continue ou grillait un stop. Et c'est exactement là, effectivement, qu'on peut parler. Et tu vois, je veux dénoncer ça aussi dans la société parce que dénonce, Rudy, vas-y. Tu vois, et c'est particulier à la France. Lorsque en France on est victime en fait de racisme, il est difficile en fait de le prouver, contrairement à d'autres pays où le racisme est totalement assumé. Parce qu'en fait, en France, on veut pas assumer le racisme. Par exemple, on est contre le communautarisme, mais on voit dans certains milieux que le communautarisme existe avec un entre-soi de certaines personnes blanches, etc. Et qui se partagent on va dire on va dire une certaine ascension sociale au et contre, on va dire, ce que j'appelais tout à l'heure le prolétariat. Mais lorsqu'on va dénoncer en fait ce racisme, il est difficile à prouver parce qu'en fait ces gens ne veulent pas assumer le fait qu'ils ont des idées reçues, etc. Et tant qu'en fait en France on ne questionnera pas notre modèle social en ce qu'il peut intégrer ou pas en fait donc des gens d'origines diverses et variées, tant qu'on va maintenir et qu'on va pas rejeter clairement en fait le modèle assimilationniste, on va toujours en fait voir des gens qui sont d'origines diverses et variées comme des gens qu'on va mettre à la marge et qu'il faut intégrer de force, alors que cette France ne fait pas forcément un pas en fait vers eux. En fait, ils veulent pas les intégrer tels qu'ils sont, ils veulent absolument les changer et les façonner à l'image de ce qu'ils souhaitent. Alors qu'en réalité, la citoyenneté, c'est d'être français. De comprendre l'histoire de la France, de s'agréger à l'histoire de la France, de pas faire sécession avec la France, mais c'est aussi ne pas nier ses origines et avoir une identité plurielle et avoir une identité plurielle, tout en tenant compte qu'effectivement l'identité française en France, c'est l'identité que l'on partage tous et que l'on doit voilà. Et ça, je trouve que l'hypocrisie, c'est de pas en fait s'asseoir autour de la table et de regarder par le passé et de se dire que peut-être que ce que l'on a aujourd'hui dans les quartiers avec des jeunes d'origine d'origine étrangère, c'est tout simplement la conséquence d'une époque où on a vu arriver en France des personnes qu'on considérait encore peut-être comme des sauvages, comme des personnes que l'on considérait encore comme des gens qui doivent aider la France, mais qui doivent repartir parce que on ne veut pas les accepter tels qu'ils sont, mais plutôt tels qu'on voudrait qu'ils soient.
tu vois. Et je trouve que jusqu'ici, alors il y a des universitaires qui penchent là-dessus, voilà, qui travaillent là-dessus. Mais comme souvent, les universitaires sont tenus à la marge en fait des politiques parce que on ne veut pas que les universitaires nous dictent ce que l'on doit faire. Alors que pourtant, les politiques auraient dû se saisir de ça depuis des années, au lieu de se servir des quartiers comme une variable d'ajustement électoraliste. Voilà, on tape sur les quartiers quand on veut amener toujours la question de la sécurité, ou alors bon voilà des gens plutôt de gauche qui allaient plus facilement dans les quartiers pour dire votez pour nous, alors, parce qu'en face ils vous aiment pas. Abdeslam. Oui. Abdeslam Itache, sur ce que dit Rudy, parce que c'est très intéressant là. Moi je le rejoins complètement sur son propos et je l'accompagnerai par le fait que aujourd'hui on dénonce le communautarisme, mais pendant des années on l'a organisé. Lorsque l'on voit dans les quartiers des quartiers complets et pour le coup je m'autorise à le dire, un bâtiment Bamako, un bâtiment Alger et un bâtiment Tunis, c'est juste pas possible. Mais ça a été un choix politique. Non, mais ça c'est un choix politique. Ce que je veux dire, c'est que lorsque tu habites, lorsque tu es francilien et que tu fais une demande de logement et que tu te retrouves en Seine-Saint-Denis, eh ben, ça a été une volonté. Exactement. Qui a été organisée ainsi. Mais c'est pas les gens c'est vrai, c'est pas les gens qui choisissent où ils veulent habiter. Ils font une demande, on les envoie, ouais, c'est comme ça qu'à Sarcelles t'as beaucoup d'Antillais, c'est comme ça qu'à Cergy t'as beaucoup de Congolais. Oui, on l'a organisé, aujourd'hui on le dénonce. Et quand je dis on, c'est un on impersonnel. C'est ni toi Rudy, ni moi, bien sûr. Bon, alors les amis, évidemment, vos avis nous intéressent. Vous êtes 86% en tout cas sur Facebook à dire qu'effectivement il s'agit d'un 2 poids 2 mesures concernant cette affaire. Quoi qu'il en soit, on se réjouit que la famille de Cédric Chauviat ait été reçue par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, si cela au moins permet à ce que l'on arrête ce fameux plaquage ventral et ces clés d'étranglement. Et comme ça doit être dur pour eux. Oui, ça doit absolument. Être dur d'aller au devant des médias. J'ai vu la femme de Cédric Chauviat vraiment courageuse devant les médias, revoir les images et tout de l'interpellation qui l'a tué. C'est vraiment total soutien à cette famille. Oui, absolument. Et donc, en tout cas, si cela permet à ce que justement cette technique ne soit plus employée, eh bien écoutez, ça sera déjà quelque chose de bien à obtenir parce que. Mais voilà, Par contre, si on change de technique, du coup, en fait, faut vraiment bien former les policiers à des nouvelles techniques parce que derrière, il n'y a pas que la technique. Il y a cette défiance toujours dans les quartiers entre les policiers et les jeunes de quartier. Et c'est aussi ce qui emmène ces bavures-là, quoi. Il y a plusieurs pays qui n'appliquent pas le plaquage ventral et qui s'en sortent très très bien. Bah, la Belgique, par exemple, je crois. Voilà, et la Suisse. Et la Suisse, absolument. Moi, je pense qu'il y a un manque de formation. Les policiers, surtout dans les quartiers, on les laisse en fait faire comme ils veulent sous prétexte parce qu'ils ont une expérience que d'autres policiers n'ont pas. Stop. Et ça devient un peu trop le chat et la souris entre le policier et le voleur, quoi. On nourrit en fait les antagonismes, mais ça sert politiquement, quoi. Allez, le chat va choper la souris pendant la pub et on est de retour dans un instant pour parler de ce projet fou. Oui. De Montfermeil à Hollywood. On va parler évidemment du film Les Misérables qui est retenu pour concourir aux Oscars, mesdames, messieurs. Monsieur Lajli, le réalisateur de ce film, et nos invités pour nous parler de ce projet fou justement qui va emmener une délégation à Hollywood. S'il vous plaît, soutenir l'équipe du film. À tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous et en direct toujours avec Rudy Kazi, avec Abdeslam Itache pour nous accompagner et nos invités. On va parler de ce projet fou qu'on avait envie de vous présenter aujourd'hui. Pour en parler avec nous, Agnès Anizadeh, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Crimo Medine, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue en direct sur France Maghreb 2. Alors, pour parler de ce projet fou, autour du film Les Misérables, parce qu'on l'a appris, vous le savez, il est retenu aux Oscars, il va concourir aux Oscars. Une série documentaire sur des aventures d'une délégation d'éducateurs et de différentes personnes sélectionnées pour accompagner justement le film Les Misérables concourir à Hollywood, d'où le titre de ce projet de Montfermeil à Hollywood. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce projet et d'où est partie cette idée finalement? Alors l'idée, elle est vraiment partie du football club de Montfermeil. Donc je rappelle le cadre, on est dans un football club qui dispose de 1000 adhérents, qui existe depuis 20 ans, qui a fait monter plus de 60 jeunes au niveau professionnel, centre de professionnels, 10 évoluent à l'international. Ils font des projets, on fait des projets culturels, sociaux, éducatifs, sportifs, et ça fait 20 ans que ça dure. Ouais. Donc hors caméra, loin des gros budgets. Et l'idée, c'était justement maintenant, à partir de 2020, et grâce au super succès du film Les Misérables, de continuer à mettre la lumière sur ce qui se fait de bien, ce qui se fait de fort, loin de tout le monde. Alors,
c'est qu'on comprenne bien. Un mois de rencontres et d'événements filmés à Montfermeil, Paris, Hollywood. Présentez-nous ce documentaire. En gros, l'idée c'était de dire, on attendait la réponse des Oscars. Est-ce que Lajli va à Hollywood ou pas avec ce film? C'était qui tout double, et c'était de dire, s'il va à Hollywood, on monte une délégation du football club. En fait, c'est surtout des jeunes. On emmène là une vingtaine de jeunes à Hollywood, vivre les Oscars à leur manière, rencontrer. Il y a tout un programme. Ouais, il y a tout un programme. On va pas là-bas pour se balader. Enfin, si, on va pour se balader évidemment, c'est découvrir. Pas un voyage, c'est pas le Club Med. C'est pas le Club Med. Voilà, dans ces rencontres, j'allais dire studieuses, on va apprendre des choses, on va rencontrer des gens. Voilà, c'est ça l'objectif. Faire des visites de quartier, rencontrer les leaders des communautés là-bas, comprendre comment finalement en Californie, faire sortir les jeunes de Montfermeil, les faire aller voir autre chose, quoi. Exactement. Ouais. Que la manière dont aujourd'hui on vit nous dans la société, comment les banlieues s'organisent, le rapport aux communautaires, on change de pays, c'est pas la même en fait, et ça peut aider ces jeunes-là à un moment changer aussi de perspective, de dire il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres manières de vivre ensemble. On se dit aussi que ça peut en fait, on s'attend aussi à ce que ça les fasse rêver, questionner, peut-être certains préjugés aussi qu'on pourrait nous ou eux avoir, et de l'autre côté, filmer tout ça, c'est-à-dire en faire nous un documentaire, faire une série documentaire même où toutes les semaines on communique avec le grand public ce qu'ils vivent en fait. Alors quand vous avez présenté le projet à Lajli, qui est d'ailleurs le parrain de ce projet fou, le réalisateur du film Les Misérables, quelle a été sa réaction? Est-ce qu'il a dit oui tout de suite sans hésiter? Il a dit oui tout de suite sans hésiter. Il faut rappeler l'histoire. Donc Ahmed Adef est président du football club de Montfermeil depuis 1999. C'est lui qui est à la tête et vraiment à l'origine de tous ces projets, avec une grosse équipe de bénévoles. Et Lajli était joueur de foot au football club de Montfermeil. Il faisait partie aussi des dirigeants. Donc c'est vraiment une histoire de quartier. Il habite à quelques mètres du terrain de foot. Donc c'est des gens qui ont grandi ensemble, qui ont gravité ensemble, qui ont monté plein de projets ensemble et qui se retrouvent maintenant autour de ce projet qu'on a vraiment la chance d'animer avec le parrainage de Lajli. On était samedi ensemble avec Ahmed. On a bossé sur le projet. Bon, maintenant il a un emploi du temps de ministre, mais ce qu'on sait, c'est qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble et c'est super. Mais par contre, voilà, il va être très pris, comme tu dis. Oui, forcément. Le but, c'est d'aller trouver des bonnes fées pour ce projet-là, d'avoir des sponsors, d'avoir des mécènes. Oui, parce que là, c'est toujours le même problème, le coût. Ouais. C'est un coût, ça, tout ça. Oui, c'est un coût et l'idée justement, elle est importante pour nous. Et ça aussi, ce sera filmé. C'est-à-dire comment, en ce moment, on fait pour monter un gros projet ambitieux, culturel, sportif, éducatif, avec des jeunes, des encadrants, des éducateurs, des photographes, parce qu'il y a plein de talents dans l'équipe. C'est pas juste une bande de jeunes qui jouent au foot. Dans cette bande de jeunes qui jouent au foot, il y a déjà des acteurs. Il y a Enzo qui a joué avec Grand Corps Malade. Il y a des gens qui parlent parfaitement anglais. Il y a des gens qui ont joué à l'international, etc. Donc l'idée, c'est avec toute cette matière première, tous ces talents, c'est nous-mêmes aller chercher le budget, aller chercher les partenaires, aller chercher les mécènes, se dire top chrono, on a 24 jours pour lever un budget de 150 000 € pour ce gros projet. Est-ce que vous avez sollicité la mairie de Montfermeil ? Alors là, la ville de Montfermeil, elle sera sollicitée, bien sûr, dès demain, pour tout vous dire, puisque là, on a bouclé aujourd'hui nos demandes de Monsieur Lemoine, financement. Les élections, c'est bientôt. Hein. Mais voilà, les villes, aujourd'hui, elles ont des petits budgets, les villes. Ouais, elles vont pas surtout taper du côté de la région. Alors, en fait, c'est vraiment aussi ça qui va être filmé, parce qu'il faut savoir aussi que maintenant, les projets, ils se montent de façon différente. On n'est plus du tout, et les jeunes le savent, le premier, on n'est plus du tout dans le cadre de ces projets où on attend une subvention publique, où il va falloir remplir des tas de dossiers, attendre des votes, etc. Et où la plupart du temps on reçoit l'argent après que le projet il était fait. Là, nous, on a une force d'attaque, faut le dire, on a une vraie équipe, on est en lien avec des partenaires privés, surtout des fondations, des entreprises, mais y compris des petites. Il y a une boulangerie qui nous aide à Montfermeil, comme une grosse fondation dont on va signer avec un petit accord bientôt, donc on le dira à notre prochaine émission. Mais il y a aussi les gens. C'est-à-dire que dès la semaine prochaine, on a un nouveau projet, donc Agnès va nous en parler. En fait, c'est comme l'ADJ, c'est comme tous les projets qui se montent aujourd'hui dans les quartiers. On n'attend pas le bon vouloir ou l'argent des puissants, on le monte nous-mêmes. Et en fait, on s'est dit qu'on allait monter une campagne de crowdfunding dès lundi prochain, pour que la communauté, les gens, en fait, le grand public soutiennent aussi le projet dès aujourd'hui et voilà, soit avec nous, derrière nous, parce que c'est aussi
ça nous garantit aussi une indépendance dans ce qu'on a envie de dire. Et de la même manière que l'Adj, c'est un ambassadeur pour Montfermeil aujourd'hui et pour le projet qu'on monte, nous on a envie aussi d'être des ambassadeurs pour des projets à long terme. J'avais demandé justement la satisfaction que vous avez à monter ce projet fou quand même. On rappelle le délai, c'est très très court, hein. 24 jours. 24 jours pour le 7 février. Pour recueillir donc cette somme quand même importante, considérable. Combien de jeunes qui partent? 20 jeunes et 10 encadrants. 10 encadrants, d'accord. Donc c'est 30 personnes quoi. 30 personnes qui partent à Hollywood, il faut les loger, les nourrir. Exactement. Une période de Pour une période de 10 jours sur place, mais le projet a commencé dès aujourd'hui en fait, puisqu'on se retrouve ce soir au cinéma le Luxor. Il y a une séance des films Les Misérables à 19h45 et après la séance, toute la délégation se retrouve, on commence à filmer et on commence à animer nos réseaux de partenaires, de parrains, puisqu'on va dévoiler très vite cette semaine les parrains et les marraines du projet. Il n'y aura pas que le projet, il y a aussi des événements. On apprend aussi, on veut aussi apprendre aux jeunes en fait à organiser des projections de débat, c'est-à-dire que Les Misérables, en fait, c'est un formidable outil de discussion en fait autour de sujets de société, mais qui, j'ai envie de dire, qui nous concernent tous, au-delà des quartiers, au-delà de ce qui se passe à Montfermeil. Est-ce qu'il y a des entreprises qui peuvent éventuellement nous écouter aujourd'hui, ou des patrons, chefs d'entreprise qui peuvent éventuellement vous aider? Comment fait-on pour vous contacter? Alors pour nous contacter, le plus simple c'est sur la page Instagram, donc hashtag Montfermeil Hollywood, sur la page Facebook Montfermeil Hollywood, et donc depuis la page Facebook vous pouvez en fait arriver à nous contacter, et derrière nous on a une équipe pour envoyer le dossier de financement. Il faut savoir aussi, c'est important, que le club de foot c'est une association à but non lucratif reconnue d'intérêt public, donc les financements font l'objet de certificats fiscaux qui sont défiscalisés, y compris pour les particuliers, et le crowdfunding il va vraiment nous permettre aussi de montrer qu'on peut monter un projet entre des grosses entreprises, des toutes petites entreprises de proximité. Je pense à l'entreprise de construction Lefebvre qui nous aide depuis des nombreuses années, mais aussi des grosses fondations et surtout les gens. Pendant la réunion avec les jeunes, il y a quelque chose qui est vraiment remonté. On disait, mais quelles sont vos craintes par rapport à ce projet? Parce que aller à Hollywood, quand on est de Montfermeil, de Bondy, de Clichy-sous-Bois, de Gagny, parce que les jeunes viennent de tout le 93 dans le club de foot de Montfermeil, même s'il y en a beaucoup de Montfermeil et de Clichy-sous-Bois, c'est de dire, ça vous fait pas peur 150 000 euros? Et la réponse était de dire, non, on n'a pas peur. Et ça parle de quelque chose. 150 000 euros, on nous a dit que c'était simplement 1000 personnes qui donnaient. C'était 150 personnes qui donnaient 1000 euros et c'était 15 000 personnes qui donnaient 100 euros. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu le bac S là aujourd'hui, hein. Exactement. Visiblement. Donc on va y arriver. Là vous avez combien là, concrètement? On a en gros entre 20 et 30 000. Ah oui, 30 000, d'accord. Pour un premier jour. On est quoi, au quart? C'est pas mal. Au quart. Ça monte. Ça monte, c'est bien. En 24 heures. Et c'est toujours un truc d'effet heures. domino. Il suffit que certains se positionnent. Il suffit vous allez voir, aussi que votre passage à la radio des parrains aussi va faire que, vous allez voir, ça va monter très très vite. On n'hésite pas. Alors Rudy Kazi, tiens, je sais que tu suis ça de très près et t'aimes ce genre d'initiative. Oui, particulièrement. Je trouve ça vraiment bien, finalement, de participer à l'inclusion sociale de cette jeunesse, notamment autour de ce projet. Mais ce que je trouve d'autant plus intéressant, finalement, c'est que un acteur donc de quartier. Quand je dis acteur de quartier, pas au sens cinématographique du terme, vous l'aurez compris, comme Ladjli, finalement c'est très important. Pourquoi? Parce que ça fait se lever dans son sillage d'autres acteurs de quartier qui pour le coup n'ont pas eu jusqu'à aujourd'hui en tout cas la même possibilité d'attirer autant de lumière que lui. Donc ce que j'espère c'est que ça va faire naître encore plus d'initiatives de ce genre, pas forcément liées au sport mais aussi liées aussi à d'autres moyens de s'émanciper culturellement, parce que effectivement trop souvent dans les quartiers on appose sur au même niveau effectivement le sport, la culture, mais surtout dans le rap, voire le R&B, à la jeunesse des quartiers. Donc vraiment c'est très bien ce que vous faites et je vous encourage parce qu'effectivement la France doit avoir un nouveau regard de cette jeunesse des quartiers et total soutien à Ladjli notamment aussi. Il a subi un petit peu quand même, hein. Ouais, j'allais dire effectivement par rapport à cette espèce de petite polémique que certains médias ont voulu faire se lever contre lui, certainement pour l'empêcher d'aller jusqu'à Hollywood, mais à ne pas en douter que voilà ça fait un pchit comme a dit un illustre homme politique. Et en plus de ça, il y a toute une délégation qui va le suivre pour crier fort dans la salle quand il recevra ce prix, je l'espère. C'est ce genre d'exemple qu'on aime médiatiser à l'Islamitash, ce genre d'exemple de la banlieue. Alors oui, alors
quand le sport vient au service de la culture dans les quartiers, justement pour permettre l'ascension sociale de jeunes issus de ces quartiers-là, moi je trouve que c'est une belle chose, et cet appel au crowdfunding justement va dans ce sens-là, et permettre aussi expliquer aux jeunes qu'on peut réussir en dépit du fait qu'on vit dans un quartier, et à partir du moment où on tient à ses rêves et que l'on y travaille tous les jours, tous les matins, c'est possible, on quoi. peut arriver à des résultats, absolument. Donc moi bien sûr j'applaudis dès demain cette initiative, et elle va dans le bon sens, et c'est aussi une façon de combattre cette image des quartiers que l'on veut vendre, parce que il y a des talents dans ces quartiers, il y a de bonnes âmes, comme aujourd'hui vous qui êtes présents aujourd'hui à la radio, et qui donnez de votre temps parfois au détriment de votre famille, pour des nobles causes, et c'est une très très belle initiative, et je tiens à vous merci de nous recevoir, mais pour nous les Merci talents, beaucoup. les leaders de demain, enfin les forces vives de la France, elles sont en banlieue aujourd'hui, Absolument. et c'est un projet qui nous donne de l'énergie, et enfin pour rebondir, Lajli il fait monter toute une communauté. À un moment c'est quelqu'un qui ouvre la porte, et derrière C'est ça un leader. profite, c'est un leader, c'est exactement Il ça. est devenu un leader, Et de la absolument. même manière, c'est ce qu'on dit aux jeunes, et c'est ce que Ahmed, le président du FCM, dit aussi à ces jeunes qui veulent jouer. Enfin, ils se destinent tous à jouer dans des équipes pro. C'est de dire, n'oubliez pas, une fois que vous serez dans ces équipes-là, en national ou j'espère à l'international, revenez voir. Vous avez le Annie et devoir. Crimo, impossible n'étant pas français, vous n'imaginez pas une seule seconde ne pas réussir ce projet. Ah non, on y va. C'est absolument impossible. Et pourquoi ? Parce que vraiment la force de ce projet, c'est ces jeunes. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que bon, je viens de banlieue, ma famille habitait aussi à Montfermeil, ma soeur y habite toujours, ma mère, etc. Et j'ai vu plein de talents. J'ai eu la chance, on va dire, peut-être de faire des études. Et ce que je vois, étant pas de la génération des 17-19 ans, c'est que les talents qu'on a en face de nous, ils sont incroyables. Je vois des jeunes qui ont déjà, qui à 15 ans sont photographes. Inès, notre photographe attitrée, elle a 15 ans, elle habite la Cité des Bosquets, c'est une photographe hors pair. Il y a Bilal, il y a Chahine, il y a Daniel, il y a Mbala, il y a Fousseni. Il y a tous ces graines de talent qu'on va découvrir avec ce projet. Ils ont déjà plein de choses à faire, ils ont déjà plein de choses à dire, et en plus on va les accompagner. On organise des ateliers d'anglais avec des Américains qui viennent à Montfermeil. On va organiser des ateliers de tournage pour les aider à utiliser leur outil qu'est le téléphone. On a 4 étudiantes de l'école de cinéma de l'Adjili qui font partie de la délégation. Incroyable. On a un journaliste reporter, Olivier Boucreux, qu'on salue, qui va nous suivre. est journaliste cinéma, qui a travaillé pour toutes les plus grandes émissions, qui a couvert le Festival de Cannes pendant 20 ans, qui s'occupe de l'émission cinéma sur Paris Première en ce moment avec Daphné, et qui nous suit, qui est le réalisateur. On le retrouve ce soir au cinéma Luxor pour Luxor, filmer. ouais. C'est déjà incroyable, mais tout ça, c'est vraiment un esprit d'équipe, et c'est oser regarder enfin des gens qui ont un super talent. Alors- Loin de ces débats débiles, loin de ces stéréotypes, et Mais bien c'est bien sûr, parce on que va y arriver. C'est aussi à l'image en fait de ce que l'on voit davantage dans la société aujourd'hui, notamment dans nos quartiers, c'est que l'esprit d'entreprise qu'on appelait à l'époque le système D dans les années 90, en fait il a toujours été là, et on voit beaucoup, hier on en parlait avec toi Christophe quand on rentrait, c'est que il y a beaucoup en fait d'initiatives des quartiers qui sont des initiatives associatives, qui sont des initiatives entrepreneuriales, voire même des initiatives humanitaires qui sont en train d'exploser dans les quartiers et qui sont du pur entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce qu'en fait ils n'attendent pas que les pouvoirs publics Il y a puissent une les aider explosion de création d'entreprises dans 93. pour développer leurs activités, d'autant plus que l'idée en fait qu'ils se font, alors après bon gré mal gré, des aides qu'on peut attribuer à des jeunes de quartier qui malheureusement peuvent subir une forme de défiance parce qu'on n'a pas forcément en fait la bonne image, les bonnes altérités vis-à-vis de la jeunesse des quartiers, les poussent finalement. Voilà, donc dans un sens on n'a pas voulu aider à une certaine époque, ils se sont pris en main eux-mêmes, et ils donnent en fait aussi l'image en fait d'une France qui n'est pas une France d'assister. Ouais, absolument. Ce n'est pas une France d'assister, c'est une France entrepreneuriale qui se prend en main et qui du coup en fait ce que les pouvoirs publics ne voulaient pas faire à l'époque, maintenant ils se sentent obligés de le faire parce que ils voient en fait que l'image qu'ils avaient de la jeunesse des quartiers était fausse, et que maintenant on a des jeunes de quartier qui sont des vrais exemples pour les autres. Annie Crimo, pardon. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que vous allez justement filmer toute cette préparation, toute cette
j'allais dire sollicitation que vous allez faire auprès des entreprises. Vous allez tout filmer, c'est ça? Et après, ça va faire un documentaire. Exactement, on va tout filmer et l'idée c'est d'en faire un série documentaire qui va révéler par lui-même plein de thèmes, le thème de montage de projet, le thème de rêve, de crainte, de peur, le thème de la rencontre culturelle, le thème des illusions aussi et des désillusions, le thème du succès, le thème du bling bling. On va à Hollywood, c'est pas rien, et tout ça va faire l'objet d'une série documentaire qu'on va monter après au retour de Los Angeles. Donc on rappelle, parce que c'est très important pour terminer, donc ce projet d'emmener une vingtaine de jeunes à Hollywood, plus une dizaine d'encadrements, pour soutenir, accompagner l'équipe du film Les Misérables qui ont été sélectionnés pour les Oscars, qui vont concourir, je crois que c'est dans la catégorie film étranger. Donc ça sera au mois de février prochain. Le départ c'est le 10 février et l'objectif c'est d'emmener ces jeunes, donc découvrir Hollywood, accompagner et en même temps faire une visite, j'allais dire, et des rencontres de lieux mythiques importants, parce que Hollywood c'est pas rien quand même, et la somme que vous devez récolter, l'endroit où Rodney King s'est fait tuer peut-être. Par exemple, 150 000 €, vous en êtes à 30, entre 20 et 30 000 là en 24 heures. Vous sollicitez vous les petites, moyennes et grandes entreprises. Et le grand public. Et le grand public aussi. Le crowdfunding commence la semaine prochaine. Là, ce que vous pouvez déjà faire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire hashtag Montfermeil Hollywood. Vous abonner à notre Instagram, à notre Facebook pour recevoir les nouvelles. Laissez-nous vos mails si vous avez. Enfin voilà, c'est toutes les bonnes volontés là. Ils sont preneurs. Évidemment. Ouais. Et les collectivités publiques aussi, que vous allez solliciter, ministère de la Culture, la mairie de Montfermeil, la région, le département, etc. La direction internationale, la ville, etc. Ils vont tous recevoir notre super dossier. Faut aller taper au niveau européen aussi, ils ont des fonds aussi, On va le faire aussi. Alors, ce que je vous propose, avant de terminer cet entretien, c'est que on aime bien suivre un petit peu nos dossiers qu'on ouvre à la radio. Est-ce que je peux vous passer un petit coup de fil la semaine prochaine, dans cette émission, pour savoir où vous en êtes, pour suivre un petit peu jusqu'au départ? Ça va être un petit peu la série du moment. Okay. Est-ce que ces jeunes vont y arriver? Et vous allez y arriver, bien sûr, super, à partir à Hollywood. On est disponible et puis oui, ce serait bien de faire intervenir justement l'équipe et on fera ça. On va essayer de faire on va faire tourner un petit peu l'équipe d'organisation et puis voilà. Donc écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter ce projet fou, mais on va y arriver. Et on compte sur vous tous et vous toutes, quelle que soit votre possibilité d'agir. On rappelle donc Instagram, c'est Montfermeil Hollywood. Montfermeil Hollywood sur Facebook. Montfermeil Hollywood. Montfermeil Twitter Hollywood. Aussi. On Twitter. Est partout. Ah yeah. Twitter, c'est pour demain. C'est pour demain? Ouais, Instagram et Facebook aujourd'hui, Twitter pour demain, le site internet la semaine prochaine, donc tout se met en route. Ah ouais, là vraiment vous êtes dans le rush total. Exactement. Et ce qui est génial, c'est qu'on a 20 jeunes qui sont déjà au taquet sur les réseaux sociaux, qui postent des vidéos, Exactement. Donc nous, on vous remercie vraiment parce que c'est notre première couverture presse, il y en a d'autres de prévues et on sait que ça va marcher. Et on remercie surtout et avant tout nos jeunes talents. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter ce projet fou et à très bientôt sur France Maghreb 2. Bonne chance et la semaine prochaine donc on fera le point sur cette avancée. Donc là vous nous disiez vous avez récolté entre 20 000 et 30 000 €. Exactement. Il nous faut 150 000 et le départ c'est le 10 février donc pour être tranquille. Le départ le 7 février, cérémonie des Oscars le 9, retour le 17 février. Bon, écoutez, et j'espère qu'à votre retour justement, on pourrait venir débriefer un petit peu avec les jeunes, avec pourquoi pas. Beaucoup de plaisir. Voilà, je vous y invite en tout cas et merci beaucoup et on encourage ce type d'action évidemment. Merci d'être venu, Annie Adezadeh et Crimo Medine, merci beaucoup, à très bientôt. Beaucoup. Sur France Maghreb 2, de retour dans le LGF dans un instant avec, on va changer de sujet, le zapping, tiens, il y a du Daniel Simonet, il y a du Carlos Ghosn, du Jean-Luc Mélenchon, ça va faire plaisir à Abdeslam tout de suite. LGF, le grand forum, et on est en direct, messieurs, dames, avec Abdeslamitache, avec Rudy Kazi, effectivement, avec ce beau projet qu'on va suivre de près, parce qu'on aime bien suivre un petit peu ce qui se passe, évidemment, concernant la suite des projets. On encourage, et évidemment, vous pouvez aller voir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ceux qui sont arrivés en retard, ça peut arriver, sur la page Facebook Christophe le Grand Forum, l'entretien en vidéo, bien sûr, de nos invités qui sont venus nous présenter ce projet fou, du côté donc de Montfermeil, pour emmener ces jeunes, du côté de Hollywood, soutenir l'équipe du film Les Misérables de Lajli, qui est devenu un ambassadeur maintenant pour les habitants de
Montfermeil et plus particulièrement et en général de la banlieue. Projet fou donc d'emmener ces jeunes donc à Hollywood. Le départ le 7 février prochain, puisque les Oscars c'est le 9 février prochain. On va suivre ça de près et on suivra évidemment dans cette émission ce qu'il va en devenir. La seule récoltée pour l'instant est 30 000 €. Il leur faut 150 000 pour réaliser à bien ce projet. Il compte sur vous tous et vous toutes, bien sûr, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et tout ce qui s'ensuit. Sur Twitter, bah attends, on dirait presque Donald Trump, là, fais gaffe. Dans le turfu, Christophe. Ah bah évidemment. Rudy Kazi, les forces républicaines, Monsieur Abdestabitache, chef de file, donc dans le 93, 15 pardon. Goussainville. Bon, voilà. Je rappelle la question du jour. Castaner qui a reçu la famille de Cédric Chauviat, vous le savez, décédé après un plaquage ventral lors d'un contrôle de police. La famille d'Adama Traoré, de Lamine Diack, de Hakim Lajmi, morts dans les mêmes conditions, n'ont jamais été reçus. Doit-on y voir un 2 poids 2 mesures? Je rappelle que vous pouvez voter sur cette question sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2, et puis vous pouvez évidemment nous appeler au 01 40 33 9000 pour nous donner évidemment votre avis qui nous intéresse. Place au zapping. Allô quoi. C'est comme si je te dis t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Pour commencer ce zapping, amis auditrices, auditeurs, Rudy Kazi, Abdestabitache, violence policière, toujours et encore. Daniel Abono de la France Insoumise demande la démission du préfet l'allemand. C'est ce qu'elle a fait hier sur BFM TV. Parce que c'est sa responsabilité politique, mais la sienne comme celui du ministre Castaner, qui est le responsable politique de la stratégie du maintien de ce que devrait être le maintien de l'ordre, mais qui pour moi est l'entretien d'un désordre. Parce que effectivement cette vidéo là a poussé le parquet à se saisir, mais on aurait aimé que cette célérité soit plus rapide, parce que ça fait plus d'1 an en fait malheureusement qu'on a ce type de vidéo qui témoigne de faits extrêmement problématiques. Il y a quelques heures, un de vos confrères est sorti de garde à vue sans qu'aucune charge soit retenue contre lui, Jean Ségoura, qui est un reporter qui a subi une clé d'étranglement, une interpellation très violente. D'autres vidéos montrent une infirmière qui est traînée et ensuite matraquée de manière extrêmement violente. On a une conductrice de la RTPO également. Donc ça, c'est sur les dernières 24 heures. Quelques-unes, mais malheureusement, effectivement, ça fait plus d'1 an que ça dure. Et donc, il faut se poser de la question, outre le fait que les agents qui seraient responsables et reconnus responsables et coupables de ces actes doivent en répondre, comme tout le monde, et y compris en leur qualité de policiers, mais c'est s'il y a eu ces actes et ce type de dérapage, c'est parce qu'il y a une stratégie politique. Et Monsieur Lallemand l'a assumé d'ailleurs. Il assume, y compris, de considérer que les manifestants, les citoyens et citoyennes françaises qui exercent leurs droits constitutionnels, sont d'une certaine manière dans un autre camp que lui, sont des ennemis. Et ça a été affirmé et réaffirmé. C'est un préfet qui confond l'ordre policier et l'ordre républicain. Et il doit être garant de l'ordre républicain, parce que l'ordre républicain, c'est l'ordre social. Hier, il n'y a pas eu de violence marquante lors des manifestations contre la réforme des retraites, là, depuis le 5 décembre. Non, je vous invite à regarder quand même un certain nombre de vidéos. Là, je vous en ai parlé de quelques exemples qui tournent, et où on voit qu'il y a une stratégie. Voilà, il y a une stratégie de tension, de la tension, parce que il y a aussi la stratégie de Black Bloc qui intègre les cortèges. Excusez-moi, là, je vous parlais d'une infirmière. Bien sûr, je parlais d'une tension qui peut apparaître maximale à certains moments, et qui est le fait peut-être de Black Bloc. Il n'y aura pas de désaccord sur le fait que des personnes qui viennent avec l'intention de commettre des exactions, de s'attaquer à des personnes extra doivent être appréhendées. Mais si c'était ça, on n'aurait pas ce débat-là. Alors, est-ce qu'elle a raison? Évidemment, est-ce que le préfet l'allemand doit démissionner selon Obono de la France Insoumise? Est-ce que vous partagez son avis, monsieur Abdestabitache? Alors, Obono a fait le job, voilà, c'est tout. Aujourd'hui, non, mais au-delà de faire le job. Non, mais à la question que tu me poses, et je l'élude pas, est-ce que l'Allemand doit démissionner? Moi, je pense que oui. Déjà à l'époque, lorsqu'il est interpellé par une passante et qu'il dit nous ne sommes pas dans le même camp. Donc ce monsieur est partisan, il a un parti pris et il n'est pas dans la neutralité du fonctionnaire et garant de la République.
Donc oui, il est dans le parti pris. Donc oui, il aurait dû être débarqué déjà il y a un moment. Rudy Kazis qui doit partir, le préfet allemand. Vous savez, de toute façon, les préfets, ce sont des fusibles déjà de base. Oui. Un préfet, donc c'est un haut fonctionnaire, et en fait, la particularité de cette fonction, c'est que en fait, il prête allégeance en fait à l'État en fait. Donc ça veut dire que même dans sa façon de fonctionner sur le terrain, finalement, il ne fait qu'obéir aux ordres. Donc pourquoi demander en fait à ce que Monsieur l'Allemand démissionne alors qu'en fait il ne fait qu'appliquer les ordres qu'il a reçus? La réalité, c'est ce qui se pose toujours dans notre société. Ça se joue plus haut, quoi. Ça se joue plus haut, et c'est ce qui se pose toujours dans notre société, c'est la question en fait de la responsabilité administrative de l'État. Ouais. C'est-à-dire lorsque, et on l'a vu notamment dans le cadre d'une manifestation pour les Gilets jaunes à la place de la République, où il y avait, je sais pas si tu te rappelles, le monument, je sais plus de quel général qui avait été saccagé. Là, par exemple, les Gilets jaunes avaient demandé à pouvoir faire manifestation ailleurs, et c'est la préfecture de police de Paris qui leur a dit d'aller manifester là-bas. Donc ça veut dire qu'on va déplorer place d'Italie. On va à place d'Italie, ça veut dire qu'on va déplorer en fait les casses de personnes qui sont allées un peu trop loin dans leur droit de manifester. Mais par contre, on n'interroge pas la responsabilité de l'État qui elle prend des décisions, sachant même que les choses peuvent déborder. Donc c'est ça en fait le problème. Et là, on est dans le cas de la violence légitime de l'État qui devient délégitime dès lors que il y a des cas, notamment d'enquêtes qui sont présentées à l'IGPN sur 2019. On rappelle, il y avait 146 enquêtes et seulement 18 ont fait l'objet donc d'une ouverture d'instruction au regard de la gravité des faits et des blessures. 54 procédures sont classées sans suite. Donc elle est là le caractère illégitime de la violence d'État que chacun des citoyens, vous et moi, donnons à l'État. Le caractère légitime se retrouve surtout dans le fait que lorsqu'il y en a qui vont trop loin, en fait la plupart ne sont pas poursuivis. Voilà. On file à Levallois-Perret maintenant, et c'est vrai que les habitants étaient conviés à la fameuse galette des rois, qui est la dernière galette des rois du couple Balkany. En tout cas, Isabelle était là, puisque Patrick, vous savez, est un petit peu en prison et au HEPS. Du coup, les habitants, quand même, malgré tout, c'est quand même incroyable, déplorent, sont déçus, tristes du départ du couple Balkany. Très triste. Le Valois sans eux, c'est pas le Valois. Oh Léonie, ma chérie, ma Léo. Tu vas pas commencer à pleurer, Léonie, hein. Aujourd'hui, c'est galette et cidre, on pleure pas, hein. Allez, hein. Je vais bien, mais laisse-moi embrasser tout le monde, Léonie, tu me kidnappes. Patrick sort de l'hôpital, il va bien. Ça fait quand même 36 ans que nous fêtons l'épiphanie ensemble. Nous la fêtons cette année. La vie continue et le Valois doit continuer normalement. L'épiphanie, c'est un événement qui perdure. Donc il perdurera l'année prochaine et nous serons, je l'espère, invités en tant que Levalloisiens. Bonne année, ma belle. Eh oui, mais la goulette, la goulette. On va partager un peu la goulette. Tu me laisses partager avec toi quand même? Je viens chaque année. On voit du monde, on parle et tout ça. Bon, je souhaiterais voir monsieur le maire, mais il n'est pas là. Je suis quand même venue, je suis triste. Je suis très triste. Il a toujours été là. Il s'est bien occupé de nous. C'était joyeux. Voilà, mettait l'ambiance. C'est quelqu'un qui est extrêmement gentil. Il a beaucoup fait pour le Valois. La pensée est avec lui aujourd'hui, puisque d'habitude c'est lui qui nous accueille. Donc, mais je pense qu'il nous voit et à travers son épouse, les informations sont communiquées. Donc, je salue mon maire. Voilà les habitants de Levallois-Perret qui regrettent le départ du couple Balkany. Ça vous dit quoi, ça, Rudy Kazis? Ça t'évoque quoi? En fait, c'est normal. Bon maire pour ou moi. pas, Balkany, alors? C'est normal. Un maire, c'est un personnage public de proximité. Donc dès lors, en fait, que il a toujours travaillé à être bien avec ses administrés, c'est comme ça qu'on dit, c'est ça. Ouais, c'est ça. Avec ses administrés, c'est pas illogique qu'il se comporte comme ça. Et là, en fait, je suis pas en train de dire que qu'il a eu raison en fait de se comporter comme il faut. Et on rappelle la condamnation dont il fait l'objet, c'est plus en fait à la fraude fiscale et l'autre chef d'accusation qui était porté sur lui, à savoir en gros détournement de fonds publics, ce genre de choses là, c'est pas en tout cas au regard de la justice, on y est pas encore. Donc c'est logique, enfin logique.
comment vous expliquer, c'est normal en fait que dans le microcosme de la société que constitue une commune, que un maire soit apprécié uniquement par rapport au rapport qu'il a avec les administrés. Et justement, ça crée une contrebalance assez forte parce que les gens vont se dire mais c'est trop bizarre. Il y a toutes ces affaires qui reposent sur lui, alors que quand on le voit, il est convivial. Voilà, il y a plus, je sais pas, il y a de la sécurité dans la ville. Mes enfants, je sais pas, ils ont une école et les murs ne tombent pas. Enfin voilà, des choses qui relèvent du pouvoir du maire et sur lesquelles il a plutôt un bon bilan depuis ces années. Donc moi ça me choque pas parce que c'est à mettre, enfin c'est différent des affaires en fait qui sont sur lui, qui elles sont des affaires en fait plus étatiques. En fait. Choqué ou pas, Abdeslamitash? Écoute, j'espère pour les habitants de Levallois-Perret que la galette du roi était bonne. Non, la question c'est surtout qui l'a payé. Non mais les contribuables. Bah évidemment. Mais j'entendais la dame qui disait, les Balkany. J'entendais la dame qui disait il s'est bien occupé de nous. Il s'est bien occupé de lui aussi. Ah oui, ça c'est clair. Oui, mais et qu'elle comprenne juste une chose, c'est que on peut être un très bon maire, bien s'occuper de sa ville et toutefois être injusticiable. La justice a parlé, il a commis des erreurs, il paie. Et moi je tiens à rassurer les habitants de Levallois-Perret, lorsque demain Balkany ne sera plus aux affaires à Levallois-Perret, la ville ne va pas s'écrouler sur elle-même, la ville ne sera pas à feu et à sang, et la ville continuera à fonctionner normalement. D'autant plus qu'il y aura un proche de Balkany qui risque de reprendre les rênes, hein, donc finalement c'est un système Balkany. C'est un système, il a mis en place comme à Corbeil-Essonnes, le système d'assaut. Ouais. Par exemple. Des propos d'un gage que toi. Attention, la comparaison n'est pas la même. Comparaison n'est pas raison. Oui, bon, parce qu'à là-bas, il y a eu des condamnations, il y a eu des enquêtes, etc., etc. Il y a eu des morts côté aussi. de Balkany, le problème. Il y a eu des morts à Corbeil-Essonnes. Oui, il y a eu des histoires, effectivement. Oui, absolument. Alors que du côté il y a eu du sale, quoi, du très sale. Du côté de Balkany, ce qu'on lui reproche, c'est pas forcément directement lié au fonctionnement de la ville, quoi. Oui. Tiens, sans transition aucune, quoique, la justice, on en parle. Il était l'invité de France 5, avec sa femme d'ailleurs, Carlos Ghosn, qui a rendu hommage à Jean-Luc Mélenchon, qui, vous le savez, l'a soutenu dans sa fuite du Japon. Écoutez, bravo. Carlos Ghosn. Bravo. Monsieur Mélenchon qui dit un citoyen français est un citoyen français, il faut qu'il soit défendu, qu'il soit patron ou qu'il soit quoi que ce soit d'autre. Moi, je suis d'accord avec lui. Moi, je ne demande pas à être au-dessus des lois, mais je ne veux pas aussi être en dessous des lois. Je ne veux pas aussi qu'on m'abandonne sous prétexte que j'étais patron. Je ne comprends pas ça. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui et je rends hommage à sa déclaration qui, je le sais, est une conviction. C'était surprenant, mais c'est honnête. Les droits de l'homme et les droits de la défense ne s'appliquent pas en fonction de critères de classe. Donc, monsieur Carlos Ghosn y a droit comme tous les autres. La maltraitance à laquelle s'est livrée la justice japonaise est inacceptable. Je le dis pour lui comme je le dirais pour d'autres. Ça n'est pas une affaire de classe, les droits de l'homme. Carlos Ghosn a donc été maltraité et il faut prendre ça en compte. Il a eu raison de partir. Mais c'est ce qu'on a lu partout. Et puis après, vous connaissez un être humain qui n'essaye pas de s'échapper quand on le maltraite? Ça n'existe pas. Alors pourquoi lui serait le seul être humain à notre connaissance à qui ça serait indifférent d'être maltraité? Vous savez, quand mes amis s'évadent des prisons des dictateurs, je ne leur dis pas, écoutez, vous devez respecter la loi, retournez-y. Jean-Luc Mélenchon qui fait bondir Abdeslamitash. Alors, on découvre que le Japon est une dictature. Très bien. On apprend beaucoup de choses avec Mélenchon, manifestement. Pour lui, un citoyen français est un citoyen français. Bravo, monsieur Mélenchon. C'est très très bien. Mais comment non, mais sur le fond, Abdeslamitash, non, mais comment soutenir un type qui fuit la justice et qui, pour le coup, devient non justiciable? Moi, je trouve, d'abord, l'attitude de Mélenchon à l'époque où il avait été perquisitionné était juste honteuse. Quand il criait « La République, c'est moi, on ne me touche pas, ma personne est sacrée », moi, j'ai aucune leçon à recevoir de ce personnage qui, en plus de ça, aide Carlos Ghosn et fait de lui une victime. Mais ce type s'est sauvé et a fui la justice. C'est pas une victime, Carlos Ghosn? Absolument pas. Ouais. Bon, Rudy Kazi. Sur le fond, ce qu'il dit Mélenchon est totalement... C'est correct ce qu'il dit sur le fond. Mais après, quand on regarde... Est-ce que Carlos Ghosn est injusticiable comme les autres? Oui. Mais est-ce qu'il a été injusticiable comme les autres? Ben non. Je veux dire, quand il vivait dans son faste et façon Fast and Furious, hein, pour reprendre un petit peu. Oui, là c'était les belles voitures, c'était voilà. Tu vois, donc lorsqu'il était comme ça et il utilisait effectivement un stratagème pour se faire augmenter
tel que ne le voulait pas le conseil d'administration du groupe Renault-Nissan à l'époque, et qu'il a utilisé ce stratagème via une société qui appartenait au groupe Renault-Nissan, notamment aux Pays-Bas, pour se faire embaucher comme nouveau salarié avec une prime d'embauche de je ne sais pas combien d'argent. Est-ce que là, il était injusticiable comme un autre? Là, il ne l'était pas. Donc ça veut dire que il demande en fait à être aujourd'hui considéré comme injusticiable comme un autre au moment où les choses ne vont pas pour lui, mais au moment où les choses allaient pour lui, il profitait du fait de ne pas être injusticiable comme un autre. Donc moi je trouve que c'est tout simplement une communication nombriliste, une communication. C'est surprenant quand même de voir Mélenchon défendre un patron. Ah oui, franchement. Oui, ça c'est ce que j'allais dire aussi, mais ouais. Bah c'est surtout il le défend alors qu'à une époque il le critiquait en le mettant effectivement dans tout comme quoi il sait faire la part des choses alors du CAC 40. Ouais. Alors après, quand il va défendre aussi des régimes, il roule peut-être en Nissan. Lorsqu'il va défendre des régimes dictatoriaux. Alors moi, je comprends pas qu'ils disent que par exemple, en faisant un raccourci qu'au Japon, ce serait un régime dictatorial, alors qu'il a défendu des vrais régimes dictatoriaux en Amérique latine. Là, c'est c'est toujours un peu. Il y a toujours ce côté. On termine ce zapping par une bonne dose de Bruno Le Maire. Il était l'invité de CNews ce matin. Il faut inciter les Français à travailler plus longtemps. C'est ce qu'il a rappelé ce matin chez CNews. Le jusqu'au boutisme n'est pas une solution. Et qu'il y a une belle réforme des retraites qui est portée par le gouvernement, portée par le Premier ministre, qui va garantir un régime de retraite par répartition, qui va garantir plus de justice, qui va permettre à des millions de Français qui ont aujourd'hui des pensions de retraite très faibles d'avoir une garantie de retraite à 1 000 €, qui va aider les femmes, notamment les femmes seules, qui va permettre à des femmes qui ont un enfant d'avoir immédiatement des retraites plus élevées. Donc ils se mettent en travers d'une réforme de justice, une réforme d'intérêt général qui permet de refonder notre système de retraite. Donc il n'y aura pas de retrait de la réforme, il faut qu'ils arrêtent la grève. Certainement pas, parce que c'est une réforme de justice. Le président de la République l'a dit à plusieurs reprises, et j'invite chacun à regarder vraiment dans le détail, sereinement, ce que nous proposons. Nous proposons une refondation du régime de retraite par répartition. Nous proposons de mettre fin à la multiplication de régimes spéciaux, de trous dans la raquette qui sont profondément injustes. Ma position sur ce sujet, elle est constante depuis pas plusieurs mois, plusieurs années. Je pense qu'il faut inciter les Français à travailler plus longtemps. Je pense que chacun comprend qu'à partir du moment où nous rentrons plus tard sur le marché actif, où les durées de vie sont plus longues, il est légitime d'inciter les Français à travailler plus longtemps. Et c'est notre intérêt collectif parce que c'est ce qui nous permettra de créer plus de prospérité pour chacun. Donc d'une façon ou d'une autre, une mesure d'âge, quoi. Est-ce qu'il existe? C'est ma conviction. Mais s'il y a une conférence de financement, il faut laisser aux partenaires sociaux la responsabilité de trouver des solutions, d'inventer des solutions. La seule chose sur laquelle je suis très réservé, je l'ai dit, je le redis ce matin, c'est sur les augmentations de cotisations, qu'elles soient salariales ou qu'elles soient patronales. Augmenter les cotisations salariales, c'est retirer du pouvoir d'achat aux salariés. Et augmenter les cotisations patronales, c'est courir le risque d'augmenter le chômage dans notre pays, et ce serait contradictoire avec la politique que nous menons depuis des années, depuis près de 3 ans maintenant, et qui donne des résultats, près de 500 000 emplois créés, parce que justement le coût du travail est moins élevé. Alors en opération, j'allais dire, essayer de démêler du faux du vrai de ce qu'a dit évidemment Bruno Le Maire sur CNews ce matin. Il faut inciter les Français à travailler plus longtemps, il faut les préparer parce que effectivement il dit on rentre de plus en plus tard dans la vie active, que la durée de vie s'allonge forcément et que cette réforme des retraites est une belle grande réforme. Rudy Kazi. C'est voilà, j'ai pas envie d'être un peu trop dur ou d'être vu comme vulgaire, mais c'est du n'importe quoi. Tu peux le dire, c'est du foutage de gueule. Je vais dire c'est du n'importe quoi. Ah, la lampe de bois. Non, je suis juste mesuré dans mes propos, mais en fait ce que je veux dire, pourquoi c'est du n'importe quoi, tout simplement c'est faire travailler les gens plus longtemps. Tout simplement c'est faire penser qu'ils ont besoin de travailler, d'arriver à la retraite en s'étant effectivement tué à la tâche. Alors qu'en réalité, ce qui pose problème en fait dans la situation actuelle, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de caisses d'argent dans les caisses de retraite. C'est ça le souci, parce qu'en fait, il y a trop peu d'actifs par rapport aux retraités actuels.
Ce qu'il faut en réalité, pour que les gens puissent repartir à la retraite avec une bonne retraite, c'est que leur pouvoir d'achat augmente. C'est que leur pension augmente. Or, pour augmenter leur pension, il faut que leur salaire puisse augmenter. Moi, ce qui me pose problème, c'est que on est en train en fait de mettre les curseurs de la société et le focus de la société uniquement en fait sur la réforme des retraites, mais cette réforme des retraites n'est pas en fait ne s'inscrit pas dans un projet de développement économique du pays. Parce que la réalité, c'est qu'on réglerait tous les problèmes si on arrivait à augmenter le pouvoir d'achat, si on arrivait à augmenter les salaires. Beaucoup de choses à dire, notamment sur le fait que de toute façon le déficit des caisses de retraite va être payé, en fait devrait être payé notamment par les fonds de réserve dont on parlait l'autre fois, les fonds de réserve que Lionel Jospin avait mis en place, ou le fonds de réserve notamment des complémentaires. Ouais. Ça c'est possible. Ou alors tout simplement lorsque on sait que la dette publique va être résorbée d'ici à 2024. Et qu'il va y avoir plusieurs milliards qui vont être disponibles on peut aussi les utiliser. Donc on comprend pas en fait. Il parle de jusqu'au-boutisme, mais c'est le gouvernement qui fait un jusqu'au-boutisme à vouloir absolument faire payer le fonctionnement des caisses de retraite par les salariés. C'est ça moi que je ne comprends pas. Alors qu'en réalité, lorsque l'on regarde sur cette réforme, les hauts cadres, comme je le disais l'autre fois, les hauts cadres et les hauts salaires français, à partir de 120 000 euros, ne vont payer qu'une retraite de principe, une retraite symbolique. Alors quoi? On demande aux gens de travailler plus longtemps, mais par contre, dès qu'on gagne beaucoup d'argent à partir de 120 000 euros, là, effectivement, on n'a plus d'argent à mettre dans les caisses des retraites. Non, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie et en même temps une forme de manipulation de l'opinion pour vraiment faire rentrer dans le crâne des Français que c'est eux qui doivent supporter cette réforme-là. Et ça, je trouve que c'est totalement injuste. Alors merci camarade Rudy. non, moi je. Ça fait 2 fois qu'on m'appelle comme ça quand je fais inquiète-toi. Non, mais c'est assez délicat en fait. On va peut-être te recycler. Hein. Les syndicats recherchent du monde là en ce moment. D'abord, Christophe, tu connais ma position. Moi, je suis formellement contre l'âge pivot et l'idée de demander aux personnes de quitter le monde de l'emploi plus tard. Oui, mais l'âge pivot a été reporté, non pas annulé. Oui, reporté pour l'instant parce que jusqu'à trouver une solution. Ouais, sinon ils vont l'imposer par ordonnance. Oui, en 49.3. Ça rappelle Manuel Valls. Oui, Manuel Valls qui l'a souvent utilisé. Oui. Mais moi je suis partagé pour sur l'avoir critiqué choses. Après. D'abord, moi je suis pour les mesures courageuses et je pense qu'il est nécessaire de réformer. Je suis un réformateur et non un conservateur, ça ne t'aura pas échappé. Ce que je veux juste dire, et je rejoins Bruno Le Maire sur certains points, et moi je dis qu'il faut trouver une solution. En effet, lorsque l'on augmente les charges patronales et les charges salariales, en termes de compétitivité, on est moins bon parce que on le sait bien, lorsque l'on augmente le coût du travail, on augmente le coût de production. Donc forcément, on est moins compétitif. Il faudra trouver une solution. Il ne faut pas laisser ce problème pour nos enfants en mettant la poussière sur le tapis et leur dire vous réglerez le problème dans 20 ans. Ce qu'il faut absolument, c'est pas le faire au détriment de nos concitoyens. Et moi, ce qui me gêne beaucoup dans ce départ à la retraite qui est beaucoup plus tard, si les gens entrent sur le marché beaucoup plus tard, c'est parce qu'on retient déjà les personnes âgées beaucoup trop longtemps au travail et que il faudrait permettre à ces personnes âgées de passer à la retraite pour permettre à ces jeunes d'occuper un emploi. Mais si vous me poussez à rester jusqu'à 64 ou 67 ans, la génération suivante rentrera beaucoup plus tard sur le marché du travail et le problème restera le même. On leur reprochera d'être rentré trop tard. Vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord. Il y a aussi le modèle de société en ce qu'en fait on puisse faire rentrer sur le marché du travail des jeunes qualifiés, bien qualifiés et suffisamment tôt, alors qu'aujourd'hui on est plutôt en train de dire aux jeunes qui manquent d'expérience, et on voit des jeunes qui vont de plus en plus travailler à l'étranger. Donc ça veut dire en fait qu'on veut on veut effectivement garder plus longtemps en fait des salariés, mais le problème c'est que quand ils sont jeunes, ces salariés, on les embauche pas suffisamment tôt. Donc il y a tout un modèle qu'il faut repenser. Le problème de cette réforme, c'est qu'elle ne questionne que les retraites, mais elle ne s'accompagne pas d'un vrai projet de société, soit sur une relance économique ou alors effectivement sur tout ce qui touche à l'enseignement. Et donc à la formation. Si tu permets, Rudy, alors moi j'en avais fait la proposition à une députée à La République En Marche où je lui expliquais qu'il fallait à tout prix investir dans l'intergénérationnel et permettre d'accompagner le senior avant sa retraite pendant 2 ans avec un jeune qui entrerait sur le marché du travail. Donc, et pas rester sans emploi pendant 2 ans, qu'il y ait un transfert de compétences entre les deux et que
le patron, lui, soit totalement exonéré de charges sur l'un des deux. Je préférais sur le senior parce que c'est celui qui coûte beaucoup plus cher et c'est celui sur lequel on verse le plus. Donc, vous voyez, j'ai des propositions. Est-ce qu'on est d'accord tous les deux, tous les trois, que 40 jours de grève pour rien? Ouais. Franchement, c'est insupportable. Ouais. Non mais c'est insupportable pour qui? Pourquoi? Pour mes enfants d'abord. Moi j'ai un garçon qui a pas été à l'école depuis 40 jours, qui est dans un lycée à Paris, et j'ai un autre fils qui est en apprentissage à Paris aussi. C'est insupportable pour les grévistes aussi. Ils ont perdu quand même. Ils ont perdu un mois de salaire. Mais c'est insupportable pour tout le monde et tout le monde y a perdu. Surtout ce qui est insupportable aussi dans ça, c'est pas tout le monde a perdu. Si. Non, la CFDT et le gouvernement a gagné. C'est les syndicats qui ont perdu. Les syndicats de la CGT, Force ouvrière, Sudrail ont perdu. Bien sûr qu'ils ont perdu. Tout le monde a perdu. Dis-moi qui a gagné. Le gouvernement. Ah oui, par contre, ils ont CFDT. Ils ont gagné, c'est la France qui a perdu aussi. On a perdu de la croissance, justement avec ce pays qui est resté immobile pendant tout ce temps-là. Tous ces commerçants qui sont sur le point de mettre la clé sous le paillasson parce qu'ils sont en train de rater les soldes, parce qu'il y a pas de transport, parce que les clients ne viennent pas jusqu'à leur boutique. Mais c'est quoi qui est important? C'est l'avenir de nos enfants ou c'est les soldes? Mais Christophe, moi ce qui me gêne, je vais te dire. Pas forcément faire de si tu permets, en fait, parce que il faut élever. Je vais aller au bout de mon propos. Moi, ce qui me gêne, c'est les 42 régimes spéciaux de retraite. Parce que, je vais dire une chose, Rudy. Moi, je connais une personne, je donnerai pas son nom, qui à 50 ans a pris sa retraite à la RATP et qui travaille dans une collectivité territoriale et qui conduit des cars. D'accord? C'est-à-dire qu'il touche sa retraite de fonctionnaire et qui continue à travailler en tant que chauffeur. Écoute, il est en très très bonne santé et il pouvait continuer à travailler. Là, bingo, il touche d'un côté sa retraite et de l'autre côté un salaire. Et moi, ça, je trouve ça injuste. Oui, après, sur le fond, on peut être d'accord, mais par contre, ce dont il faut faire attention, c'est, en fait, où est-ce qu'il est le prisme, en fait? Est-ce que c'est un prisme où on trouve des gagnants et des perdants pour continuer, en fait, d'opposer les Français contre les autres? Voilà, c'est ça, c'est le projet, c'est d'opposer les Français à Abdeslam. Voilà. Ou est-ce qu'on élève le débat pour voir finalement à qui profite le crime? Suivez l'argent, comme dirait l'autre. La réalité, c'est que le gouvernement a voulu cette réforme. Allez, vous êtes à la retraite. Pas pour aider les Français. Je vous mets à la retraite pour ce sujet-là, messieurs, dames. Je finis ma phrase, pas pour aider les Français, mais plutôt pour favoriser une épargne, en fait, d'une certaine élite française, en faisant encore une fois payer les petits salaires. Le vrai problème, il est là. Et de ce point de vue, c'est le gouvernement qui a gagné. On a des corporations qui défendent que leurs propres intérêts et qui se fichent de l'état de la société française. Mais là, bien sûr, mais quand la SNCF a 50 milliards de déficit, c'est toi et moi qui allons payer. D'accord, mais c'est nous les contribuables. Mais maintenant, lorsque c'est les salariés qui donc quand ils font n'importe quoi avec les deniers publics, c'est nous derrière. Oui, mais te fâche pas. Mais maintenant, lorsque c'est les salariés qui doivent supporter cet effort-là, là c'est inique parce que le gouvernement pourrait taper sur les salariés, ce sont les contribuables. Non, ce sont les salariés. Ce sont les salariés qui vont payer le déficit des caisses de retraite. Voilà, et c'est ça qui est inique. C'est tous les salariés pour le coup. Et c'est là où c'est pas que les salariés de la SNCF. Oui, tous les salariés, oui, mais le particularisme, il est pas au niveau des salariés de la SNCF puisque c'est tous les salariés. Oui, mais on parlait des trains qui étaient en retard. Voilà, donc les perdants, ce sont les salariés. Aussi de ceux qui sont à l'heure. Voilà. Donc les perdants, c'est tout le monde, c'est les salariés et les gagnants, c'est le gouvernement et les gens à qui favorise cette réforme, à savoir les hauts salaires, les hauts cadres qui, eux, à partir de 120 000 euros, ne payent plus, en fait, de cotisation. Rudy Kazi, Abdeslam Itache sur France Maghreb 2. Ils vont s'affronter dans un instant dans le quiz de l'actualité. On va voir s'ils ont bien révisé. À suivre dans un instant. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour vous signaler. Moi, je révise plus, moi. J'en profite pour vous signaler qu'à partir de la semaine prochaine, on vous offrira des cadeaux et vous pourrez parier sur le gagnant du quiz. Il suffira d'envoyer un petit SMS durant l'émission, voilà. Et puis, on vous téléphonera à la fin de l'émission pour parier sur, selon vous, celui qui va remporter le quiz. Et si vous gagnez, on aura des vêtements à vous offrir par une marque très sympa. On a reçu plein de choses à vous offrir. Il y a des t-shirts, il y a des pulls, il y a des serroirs, il y a plein de trucs sympas que vous recevrez à la maison. C'est tout simple. Il suffit juste de parier sur le bon cheval. Abdeslam Itache ou Rudy Kazi. Je crois qu'il parle de toi quand il parle de cheval. Je sais pas. On peut. Bon cheval, t'es pas qui est bien positionné dans le classement là. Un âne ou un cheval la fausse modestie. Oh là là, le faux modeste. Oh, le faux modeste. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler. Le LGF, le Grand Forum. Nous sommes vos yeux et vos oreilles, messieurs dames. Ça s'appelle le Grand Forum. C'est votre émission de référence tous les jours 16h 18h. C'est sur une seule radio. Ne cherchez pas ailleurs. De toute façon, il y a rien. France Maghreb 2. Forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous tous les jours 16h 18h avec aujourd'hui Abdeslam Itache, chef de file dans le 95 et
Quoi? À Goussainville. À Goussainville, oui. Tu peux le dire. Oui, non, je le dis alors, Goussainville. Ok, très bien. Et Rudy Kazi, qui est apolitique, et les forces républicaines. C'est ça. Évidemment, sur France Maghreb 2. Bon, tout va bien. Il est 17h56. Vous rentrez peut-être du travail. Bon courage à vous, bien entendu. Avec maintenant l'heure du quiz. Le quiz de l'actu. C'est parti. Le quiz. Le quiz de l'actu qui oppose aujourd'hui Abdeslam Etache et Rudy Kazi avec mes petites questions et une victoire à l'appui au bout, évidemment. Allez, je vous souhaite bonne chance, messieurs. Si nous devions parier sur le gagnant aujourd'hui, quel serait votre choix? Vous pouvez d'ores et déjà vous exercer pour gagner des cadeaux dès lundi prochain, évidemment. Première question. Dans quel pays étranger se rendra le président algérien dans le cadre d'une premiers déplacements Allemagne? Est une bonne réponse. Conférence de Berlin exactement. À partir du 19 janvier prochain, Abdelmajid Tebboune quitte l'Algérie pour la première fois depuis qu'il est président. Quel est le deuxième département à avoir annoncé repasser sur les routes à 90 km/h? Après la Haute-Marne? Ardèche? Non. Département francilien. Le Val d'Oise? Non. L'Essonne? Non. Val-de-Marne? Non. Les Hauts-de-Seine? Non. La Seine-Saint-Denis? Non. Seine-et-Marne? La Seine-et-Marne est une bonne réponse. Bon, il y en avait 7. La Seine-et-Marne a annoncé effectivement repasser ses routes à 90 km/h. 2 points pour Rudy Kazi, qui déclare à propos des forces de l'ordre: il faut parfois utiliser la force. Édouard Philippe. Afin de ramener l'ordre, et il faut ne pas en avoir peur. Castaner. Et c'était Édouard Philippe, c'était dimanche soir sur France 2. Le Premier ministre. 3-0. Attention. Australie. Combien d'animaux morts? 1,250 milliard. Durant les incendies, tu m'as dit 1,250 milliard. Alors, j'accorde la bonne réponse parce que selon les experts, il serait 1 milliard. Oui, c'est monté à 1,250 milliard. 1 milliard d'animaux morts durant ces incendies, c'est terrible quand même. Ouais. 3-1 pour Abdeslam Etache. Pour Rudy Kazi, pardon. Le fils de quel humoriste français sera probablement le représentant de la France à l'Eurovision? Ah ah. Un humoriste. Ouais. Le fils de quel humoriste français sera probablement le représentant de la France à l'Eurovision? Laurent Gérard? Non. Alors là. Ah, ça coince. Un vieil humoriste ou un vieil humoriste, oui. Ouais, un humoriste qui s'est fait remarquer pas Guy toujours, Bedos justement. Non. Ah. Le fils de Michel Leb? Le fils de Michel Leb, effectivement, est une bonne réponse. Victoire de monsieur Rudy Kazi. 4-1. C'est un score digne du PSG face à l'Olympique de Marseille. Je dédicace cette victoire à Neymar. Ah, magnifique. Merci de nous vendre du rêve en ce moment. Oui, je suis ravi qu'un supporter parisien ait gagné ce quiz, évidemment. 4-1, victoire de Rudy Kazi. Tu m'as pas aidé, hein. On sait pas si ça peut lever des suspicions. De quoi? En tant que supporter du même club. Tu ne m'as pas aidé, Ah, mais je ne doute pas de la probité de Christophe. Je ne peux pas aider qui que ce soit. Moi, je suis neutre. Mon rôle est tout à fait clair, mon cher Rudy. Et je ne peux encourager ni aider qui que ce soit, bien entendu. Il est 17h58. Demain, on lance la campagne municipale. Vous le savez, beaucoup de candidats vont concourir donc à cette élection du 15 et 22 mars prochain. Demain, nous serons à Bagnolet avec un premier candidat sans étiquette qui sera face à vous, face à nous, et je vais vous expliquer rapidement comment ça va se passer. Donc pendant plus de 60 jours, on va recevoir des candidats qui vont venir présenter leur programme, ce pourquoi ils aspirent à être maire, ce qu'ils vont vous proposer, et auditeurs, auditrices donc de Bagnolet demain, vous pourrez, si vous le souhaitez, l'interroger en direct au 01 40 33 9000 sans filtrage. Il répondra à vos questions et ça va durer donc 15 à 20 minutes. C'est un entretien d'admission, c'est comme ça qu'on l'a appelé, et ça sera tous les jours dans cette émission pendant une quinzaine, vingtaine de minutes. Un candidat viendra se présenter à vous. Alors ça peut être aussi des gens qui se présentent pour la première fois, comme des maires sortants aussi. On en aura de temps en temps. La règle elle est très simple. On va prendre un candidat par ville, sinon on n'en finit pas. Et c'est le premier à se manifester qui passera donc cet entretien d'admission dans cette émission.
le grand forum. On commence donc avec Bagnolet. Jeudi, on sera à Argenteuil. Et voilà, donc il y a tout un programme qui est en train de s'élaborer et on vous présentera donc des candidats, des maires sortants chaque jour qui viendront se présenter à vous présenter leur programme, ce qu'ils aspirent comme changement et comme volonté pour leur ville. En tout cas, c'est un grand rendez-vous avec la démocratie. Rappelons également, très utile, que vous avez jusqu'au 7 février pour vous inscrire sur les listes électorales. Oui, ce n'est pas trop tard. Oui, vous pouvez encore le faire. Et il est important de le faire. Je pense que la démocratie, ça peut aussi commencer à l'échelle locale, Abdeslamitash. Complètement. Et il est très important donc de s'inscrire sur les listes électorales. Avant le 7 février. Avant le 7 février, c'est le petit supplément très intéressant que vous pouvez donc auquel vous avez le droit 7 février pour vous inscrire sur les listes électorales. Bon, il nous reste 1 minute. Si vous avez un petit mot à dire, Rudy Kazi, Abdeslamitash. Tu es un très bon animateur, cher Christophe. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Voilà, donc j'ai passé une très bonne émission en votre compagnie, chers messieurs. Moi, que dire du LGF, c'est l'une des seules émissions où justement on a la parole libre et à aucun moment on a fait l'objet de modération et moi c'est ce que j'aime beaucoup dans cette émission. Je tenais à te remercier, Christophe, et pareil, inscrivez-vous sur les listes électorales avant le 7 février parce qu'il faut absolument vous exprimer et choisir votre maire. Et on encourage évidemment ce projet dont on a parlé tout à l'heure, de Montfermeil à Hollywood. Allez retrouver la vidéo sur Christophe Le Grand Forum. Bonne soirée à tous, merci de votre fidélité. Demain, autre émission, autre endroit, non, toujours le même endroit, c'est sur France Maghreb 2. Il est pour l'heure 18h, le point de l'actualité tout de suite avant de retrouver Medjed pour la suite des programmes dans un instant. À demain. Bonsoir à tous. Après des semaines de grève, Emmanuel Macron reste droit dans ses bottes. La réforme des retraites ira bien jusqu'au bout. Le président en est sûr et certain, le texte est nécessaire, vous l'entendrez au début de ce journal. La déception des proches de Cédric Chouviat, ce livreur mort après un contrôle de police. Les agents ne seront pas suspendus le temps de l'enquête, une décision amère pour l'avocat de la famille. Et puis nous n'avons jamais été aussi nombreux. En France, 67 millions d'habitants. Pourtant la baisse des naissances se poursuit depuis 5 ans, vous le verrez. Il ne compte pas lâcher sa réforme des retraites. Emmanuel Macron reste ferme sur son projet de loi qui cristallise la colère des syndicats depuis maintenant 1 mois et demi. Le chef de l'État en visite à Pau cet après-midi a une nouvelle fois défendu le bien fondé du texte, indispensable selon lui dans une société qui évolue. Écoutez. L'inquiétude est légitime. On n'aime jamais le changement. Je dis juste que le système qui était le nôtre était très inégalitaire, avait construit beaucoup de défiance et ne permettait plus, dans un monde où le rapport au travail est de plus en plus haché, où on change d'entreprise, où la vie ne se pense plus dans la même entreprise toute la vie. Il faut donc reconstruire un monde où les droits sont attachés à la personne, le système beaucoup plus simple pour chacun. Donc, ces inquiétudes doivent être progressivement levées. Elles seront levées par les clarifications techniques, par les discussions et négociations, et sur le fameux sujet du financement, par la concertation qui commence depuis quelques jours et qui va se faire à travers la conférence de financement. Et en parallèle des déclarations du chef de l'État, la rue continue de s'opposer sur le texte des retraites. Plusieurs manifestations ont eu lieu cet après-midi en France, notamment à Paris, Bordeaux, Rouen et Toulouse. Des rassemblements avant la grande journée de grève interprofessionnelle programmée jeudi. Jean-Luc Mélenchon, lui, veut passer à la vitesse supérieure pour s'opposer au texte sur les retraites. Le président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale souhaite déposer une motion de censure contre le gouvernement. Cette motion de censure pourrait rassembler les socialistes et les communistes, des alliés de gauche qui seraient pour l'instant réticents à cette idée. Emmanuel Macron veut plus de fermeté contre les violences policières après de nouvelles accusations ces derniers jours. Le chef de l'État demande aux policiers et aux gendarmes la plus grande déontologie. Il souligne des comportements inacceptables envers lesquels il ne faut avoir aucune complaisance. La question des violences policières, on en parle également ce soir avec l'affaire Cédric Chouviat, ce livreur mort lors d'une interpellation de police. Ses proches sont sortis déçus cet après-midi de leur entretien avec Christophe Castaner. L'avocat de la famille souhaite que les policiers présents lors de ce contrôle soient suspendus le temps de l'enquête. Mais le ministre de l'Intérieur n'a pas été en mesure d'accéder à cette requête. Écoutez Maître Arié Halimi. Il n'a pris aucune décision et n'a apporté aucune réponse aux interrogations de la famille et des avocats.
et notamment la demande éventuelle de suspension des fonctionnaires de police impliqués dans le décès de Cédric Chouviat, mais également l'interdiction des techniques d'immobilisation qui ont conduit à son décès, à savoir le plaquage ventral et la clé d'étranglement, car il fait de moins en moins de doutes que la fracture du larynx de Cédric Chouviat est liée à une clé d'étranglement et son décès à une asphyxie liée au plaquage ventral. Et Christophe Castaner qui a tout de même annoncé une étude sur les techniques policières incriminées. Selon l'autopsie, Cédric Chouviat a succombé à une asphyxie avec fracture du larynx. Ségolène Royal sur le point d'être évincée de son poste d'ambassadrice des pôles. Dans un message publié sur sa page Facebook, l'ancienne ministre publie le courrier du Quai d'Orsay, la menaçant de mettre fin à ses fonctions d'ambassadrice. Selon Ségolène Royal, le président de la République va mettre fin à mes fonctions lors d'un prochain Conseil des ministres. Une décision qu'elle explique par ses récentes prises de parole contre la politique du gouvernement. La France dépasse pour la première fois le cap des 67 millions d'habitants. C'est ce que nous apprend l'INSEE aujourd'hui. 0,3% de hausse entre 2018 et 2019. Alors même si la population augmente, le nombre de naissances, lui, Boris Karlamov, fléchit depuis 5 ans. Oui, avec une nouvelle baisse de 0,7% en 2019, soit 753 000 bébés contre 759 000 en 2018. La tendance se poursuit donc, mais ralentit selon l'INSEE. La chute était de 2,4% en 2015. Un recul qui tient à la diminution du nombre de femmes âgées de 20 à 40 ans en âge de procréer et dépend surtout de leur fécondité, dont l'indice se stabilise à 1,87 enfants par femme, alors qu'il était proche de 2 entre 2006 et 2014. Enfin, à noter que l'âge moyen à la maternité croît régulièrement et atteint 30,7 ans en 2019. Boris Karlamov a noté que l'espérance de vie continue d'augmenter. 85,6 ans pour les femmes, 79,7 pour les hommes. L'inquiétude autour de l'Open d'Australie de tennis, alors que le tournoi doit commencer lundi prochain à Melbourne, étouffe sous les fumées des violents incendies qui ravagent le pays. Une joueuse a abandonné lors d'un match de qualification après s'être effondrée sur le court. Et puis 2 départements de l'Ouest toujours en vigilance orange pour vagues submersion et pluie inondation, le Finistère et le Morbihan. L'alerte est valable jusqu'à demain midi. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Excellente soirée. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.